On va parler aujourd'hui des psychopathes dans la littérature, dans les livres que j'ai lus. On va essayer de se baser sur une définition précise de ce qu'est un psychopathe, parce que en fait, ça peut être souvent on a envie d'utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi, mais j'ai essayé de pointer une particularité, c'est l'absence de regret et l'absence de remords, la froideur, le fait qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal, mais qui ne s'empêche pas du tout de faire du mal. Je vais vous présenter une sélection bibliographique qui tourne autour de ce sujet-là et qui m'ont fait froid dans le dos. Psychopathe ou bien trouble de la personnalité antisociale repose sur des comportements antisociaux, pas forcément criminels, mais là on va parler uniquement de criminels, on est bien d'accord. Bon, les mots qui ressortent quand je tape psychopathe sur Google, ça va être très manipulateur, insensible, chose que je voulais mettre en avant, l'insensibilité de nos psychopathes, des séducteurs, dominants et n'ayant peur de rien. Ils n'ont aucun remords et empathie, c'est absolument ce que je disais. Ma dernière lecture, La leçon du mal, m'a absolument inspiré cette vidéo parce que je me suis retrouvée face à un personnage qui correspondait parfaitement aux critères du psychopathe et j'ai trouvé ça très très bien fait. Alors, nous sommes sur un professeur japonais qui est donc prof principal d'une classe de première et qui est extrêmement apprécié par ses élèves. Il est très charismatique et sous cette apparence très évidemment très attractive se cache un psychopathe pur et dur. Vraiment, tout ce que je vous ai cité, c'est exactement ça. Et en plus il a une caractéristique qui est un petit peu très embêtante, c'est qu'il a une soif de domination, une soif de contrôle. Donc en fait, il va essayer de contrôler toute son école, toute sa classe. Il a des dossiers sur chaque élève, il les analyse, il les manipule, il crée des disputes, il crée des réconciliations, etc. Trois élèves vont finir par remarquer qu'il y a un souci avec ce professeur, qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui se contredisent. Il s'immisce vraiment dans la vie des élèves pour pouvoir au maximum les contrôler, s'en servir la plupart du temps. Il n'y a rien de bienveillant en fait dans sa façon d'agir. En fait, on a l'impression que c'est bienveillant, mais en fait, c'est complètement autre chose. Trois élèves ont remarqué que ce professeur avait un petit problème et ça va s'en jouer un jeu de chat et souris absolument effroyable. La seule chose que je peux reprocher à ce récit, c'est que, bon, si on divise le livre en 4 parties, on va dire que le dernier quart est un petit peu redondant, un petit peu répétitif. Il se passe quelque chose qui, malheureusement, ne pouvait peut-être pas amener autre chose que cette répétition. Je trouvais ça glaçant, je trouvais ça un petit peu psychologiquement dur à lire dans le sens où c'est vraiment très répétitif, très mécanique, etc. Je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe, mais c'était un peu étouffant au bout d'un moment et ça m'a même fait penser un petit peu à Utopia en fait, de Oberton, qui relate les pensées d'un psychopathe tueur, de masse en fait, d'un terroriste. Donc voilà, donc on est sur un livre de 600 pages qui se lit extrêmement rapidement. On est vraiment, enfin moi j'avais vraiment envie d'y revenir à chaque fois. On est vraiment dans les pensées du professeur. On change parfois de point de vue, on passe du point de vue d'un professeur, du point de vue d'un élève. Surtout l'élève qui va commencer à capter qu'il a un problème. Elle est ultra sensible, donc elle sent vraiment que le gars, elle lui fait pas confiance. Elle sait pas pourquoi elle a peur de lui, mais elle sait qu'il y a un truc qui va pas. Elle rentre pas dans son jeu avec les autres élèves qui sont absolument fans de lui. Donc c'est hyper intéressant de voir un peu son point de vue. Franchement, c'est hyper addictif comme lecture. Bon, mis à part cette dernière partie qui est un petit peu bizarre, mais bon, bref. En tout cas, une très bonne lecture. Et si vous voulez lire vraiment quelque chose qui parle vraiment du psychopathe dans sa définition la plus correcte, je trouve, celui-ci correspond parfaitement aux critères du psychopathe. Apparemment, ils vont faire un manga dessus, ils vont faire un film, une série, ou je sais plus quoi, un truc... Bref, ils vont l'adapter dans plusieurs formats. Génial. On va passer à un psychopathe qui est passé sur Netflix, Joe Goldberg. Joe Goldberg, qui est absolument abominable. Ce n'est pas le gentil petit libraire qui aide son voisin et qui, bon, a été traumatisé par sa mère. Donc en fait, voilà, il y a des trucs qui sont pas passés et qui fait que non. Dans ce livre, Joe Goldberg est une ordure. Il n'a aucun remords dans tout ce qu'il fait. Il est manipulateur, il est calculateur, il est très vulgaire. Il sait comment mener sa barque pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Hein. Il connaît la psychologie des gens un minimum pour pouvoir les amener à faire ce qu'il a envie. Et quand les gens ne font pas ce qu'il a envie, il s'en débarrasse comme des mouchoirs en fait. Aucun regret. C'était affreux, surtout qu'on est dans sa tête. Comme dans la série, il parle. Et c'était affreux quoi. Et je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est une bonne façon d'avoir représenté la psychopathie au travers de ce personnage.
Maintenant, on va se méfier des libraires. Et c'était une super lecture. Et en fait, aucun personnage n'est vraiment appréciable dans cette lecture, que ce soit la victime ou même Joe Goldberg. Je pense que l'autrice a réussi à nous faire détester tout le monde, ce qui est assez rare, surtout quand il y a des victimes en fait. Voilà. On va passer à une psychopathe qui aime la nourriture et qui est cannibale. On est sur quelqu'un de très très intellectuel, qui va vraiment analyser tout, qui va vraiment être dans la suranalyse et dans l'absence de regret et de remords. Elle va tout calculer pour pouvoir dévorer ses proies sans se faire prendre, et bien évidemment. En fait, elle a profité de leur corps dans le sens charnel du terme, dans le sens sexuel du terme, mais aussi dans le sens culinaire. Elle me fait un petit peu penser à Hannibal Lecter, sauf que lui, bon, il couche pas avec les gens qui mangent, juste il les mange, et c'est un des criminels que je vais présenter par la suite. À travers les chapitres qui parlent de nourriture, elle va nous expliquer comment elle en est venue à déguster quelqu'un. Elle va nous expliquer tout son parcours culinaire, toutes ses dégustations, donc c'est un petit peu, bon, pour ceux qui n'aiment pas la nourriture, c'est un petit peu long à lire. Il est sorti en audio, et je pense que ça doit être extrêmement appréciable de l'écouter. Parce que franchement, c'était un peu une torture à lire. Hein. Je sais pas pourquoi, mais elle fait beaucoup de digressions. Donc c'est pas du tout fluide. J'ai adoré ce livre et en même temps, je l'ai détesté. Donc c'est très particulier. Mais je vous le conseille si vous aimez les psychopathes cannibales. Et si vous aimez la nourriture italienne, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, je vais enchaîner avec Hannibal Lecter. Donc en fait, c'est une saga qui est en 4 tomes. Là, j'ai pris les livres avec les couvertures rouges. Je compte peut-être acheter ceux chez Pocket Terror, mais je trouvais qu'ils étaient vraiment bien faits. Franchement, ils sont quand même assez beaux, je trouve. Donc, le premier tome, c'est Dragon Rouge. Après, vous avez Le Silence des Agneaux, vous avez Hannibal, et après, vous avez Les Origines. Voilà. Moi, je l'ai vu en film, celui-ci, et je sais pas si je l'ai lu, je me souviens plus. Bref, en tout cas, dans le premier tome, on va avoir affaire à 2 psychopathes, dans le sens où Hannibal Lecter est enfermé à vie, dans sa petite vitre là. Et en fait, il y a Will Graham en fait, qui va venir demander à Hannibal Lecter de l'aider dans une affaire. Où on a quelqu'un qui tue, il se ferait appeler le Dragon Rouge. Donc en fait, Hannibal Lecter n'est pas forcément le personnage principal dans celui-ci. Il va vraiment plutôt apparaître, commencer à vraiment le découvrir dans celui-ci, dans Le Silence des Agneaux, avec Clarisse bien sûr. C'est vraiment hyper bien écrit, le personnage est très complexe. Je vais me permettre de citer un article du magazine Sick qui avait fait une spéciale sur Hannibal Lecter. Il n'y a pas que son appétit carnassier pour la viande humaine qui fait du docteur Lecter un monstre terrifiant. C'est le contraste avec sa fonction médicale qui génère toute la corruption du personnage. Hannibal est un psychiatre qui prend le temps d'écouter avant d'agir. La série de Brian Fuller le montre très bien. Il s'immisce dans l'esprit de ses nombreux patients avant de les mettre dans son assiette. Il les dévore de l'intérieur comme de l'extérieur. Se nourrit de leurs peurs et de leurs doutes, comme il pourrait le faire avec leur pancréas. Il utilise des techniques de profilage avec la même dextérité qu'une scie à os. Il a quelque chose de classe, il faut se le dire, que ce soit dans les films, que ce soit dans la série, mais la série elle est géniale. Moi qui n'aime pas la viande, qui n'en mange pas, j'avais envie de goûter ce que Hannibal cuisinait. C'est pour vous dire à quel point la série était absolument bien filmée. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Franchement, la série est géniale. J'ai trop envie de la regarder, c'était trop bien. Les films aussi sont super cool. Enfin, vraiment, Thomas Harris et toutes ses idées sont absolument géniales. Je peux que vous conseiller, même si c'est vieux, même si c'est un classique, voilà. Et franchement, plongez-vous dans Dragon Rouge. C'était génial. Fois avec des fèves au beurre et tout, mais ça doit être bon en plus. Ouais. Non mais c'est vrai, mais même moi j'étais un peu genre waouh. Mais bref, donc ouais, super bonne série. On va passer au Japon, on va retourner au Japon là avec La Bête Aveugle. Ronpo Edogawa, j'adore Ronpo Edogawa, j'adore. Il a inspiré tellement de mangaka d'horreur, que ce soit Junji Ito, Umezu, plein d'autres, enfin je sais plus, mais il a instauré le roman policier au Japon au XXe siècle. Bref, génial, c'est très malaisant, c'est du body horror, c'est de l'enquête et c'est aussi de l'héros-bourreau, donc ça va être du macabre mélangé à l'érotique. C'est très bizarre, c'est génial.
je ne peux que vous conseiller Rompo Dogawa. Et dans celui-ci, on est sur un... Alors, je l'ai mis en psychopathe parce qu'en fait, c'est un peu un mec un peu dingo quand même, dans le sens où il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il le fait quand même. Et on est sur un aveugle qui a une obsession pour le corps féminin. Donc, en fait, c'est ce genre de personnage-là qui va dans les théâtres pour pouvoir... comment dire, faire du repérage, entre guillemets, sur ses proies, même s'il est aveugle. Et en gros, il a une sorte d'endroit au sous-sol où il a aménagé son sous-sol de façon très particulière. La description de ce sous-sol est géniale dans le livre, ça donne des frissons tellement c'est... Bref. En gros, il a créé des formes géantes, minuscules, plafond, sol. Il a créé des moules en forme de corps féminin géants, des bouches géantes, des fesses géantes, enfin bref, que des trucs chelous dans sa cave là. Donc effectivement, dans sa cave, tout est dédié au plaisir du toucher, au plaisir sensuel qui tourne autour du corps de la femme. Il a besoin de voir avec ses mains et donc en fait, il s'est créé des choses sur mesure absolument monstrueuses. Simplement. Et il a besoin de plus, il a besoin d'avoir un corps chaud, donc en fait il va kidnapper quelqu'un, il va le mettre dans la cave et il va la tripoter, voilà, bref, il va faire des choses dans cette cave bizarre avec cette jeune femme qui a été kidnappée. En fait on sait même pas si la fille elle est vraiment consentante, en fait c'est bizarre, c'est chelou en fait, on a l'impression qu'elle l'est, en même temps elle l'est pas, ça dépend des moments, à un moment elle en peut plus, elle en a marre, etc. C'est quelqu'un de très frustré finalement, c'est la frustration qui l'a poussée à faire ça en fait et avoir ce genre de comportement absolument indécent et criminel en fait pour le coup. Donc on est sur un psychopathe aveugle qui kidnappe des femmes et dans une cave remplie de sculptures et de trucs bizarres, voilà. On va passer à Misery. Alors il est dans un sale état parce qu'en fait c'est le premier livre de Stephen King que j'ai lu et que j'ai acheté. Il est dégueulasse, mais je le garde. Même si je l'ai déjà dans une édition... Je l'ai racheté en J'ai lu. Alors, je l'ai racheté en J'ai lu épouvante. Il est très sobre. J'aime bien. Ça donne bien le ton sur ce qui se passe dans ce livre. Puisqu'on est sur un écrivain à succès qui a écrit une saga et qui a en fait décidé de tuer le personnage principal de son livre. Parce qu'il n'en pouvait plus à un moment. Enfin... Il en avait marre de Misery, en fait, qui est le personnage principal de son livre. Donc, en fait, le pauvre monsieur décide de... Monsieur, je ne sais même plus comment il s'appelle, s'appelle Paul, je crois, ouais. Il a eu un accident sur la route, il neige, enfin, en gros, je ne sais plus où il allait, mais en tout cas, il a eu un accident sur la route. Très grave, qui fait qu'il était coincé dans sa voiture, il avait la jambe complètement fracassée. Quelqu'un est venu le secourir. Annie est venue le secourir, sauf qu'Annie est très fan de Misery, et très fan de Paul, et qu'en fait, elle va le séquestrer dans sa maison. Au début, elle va faire croire qu'elle va l'aider, qu'elle est bienveillante, voilà, elle va vraiment être l'ange parfait et au fur et à mesure du livre, on va se rendre compte qu'en fait il est séquestré, et en plus elle lui demande, sous menace de sa vie, de continuer à écrire le livre de Misery en fait. Donc dans le livre, vous allez avoir des extraits de ce que Paul est en train d'écrire, et ce qui est marrant, c'est que je crois qu'il manquait une lettre dans la machine à écrire qu'elle lui a donnée, et qu'en fait dans le livre, ils l'ont écrit à la main. Je crois que c'est la lettre N, oui c'est la lettre N. Donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, les N sont écrits à la main. Donc elle le torture, elle le menace. On se rend compte qu'elle a un des antécédents criminels assez étranges. Je vous laisserai découvrir ce qu'elle a fait. On suit la souffrance absolue de Paul, en fait, que ce soit au travers de ses douleurs physiques parce qu'il a eu un accident et qu'elle le soigne très mal. L'infirmière, mais elle le soigne pas si bien. Je pense qu'elle le fait exprès pour pouvoir faire durer un petit peu la convalescence. Et que ce soit en termes de douleur physique ou en termes de douleur psychologique, je trouve que c'est très bien fait. Et Annie, elle me fait peur en fait. Franchement, c'est une des psychopathes qui me fait plus peur dans tout ce que je voulais commenter. Ce qui est très effrayant avec Annie, c'est qu'elle est imprévisible. D'un coup, elle va être gentille. Tu vas lui dire un truc qui passe pas, elle va péter un câble. Mais quand elle pète un câble, c'est pas... Il y a une hache dans sa main, en fait. C'est pas juste... je crie, c'est une hache. Moi, j'avais vu la bande-annonce quand j'étais petite. Et j'avais été captivée par la scène où elle est en face, elle se réveille en pleine nuit, elle tient la hache. Et je sais plus, elle est pas contente du chapitre qu'il a écrit, je sais plus, bref. Et elle utilise sa hache. Bref, je ne vous dirai pas plus. Et après, des années après, j'ai découvert que c'était un mec qui avait écrit ça et qui s'appelait Stephen King. Il avait fait plein de livres et il y avait plein d'adaptations de films que j'aimais sans savoir que c'était lui, en fait.
Quand j'ai découvert que c'était la même personne qui faisait toutes ces choses-là, donc Stephen King, j'ai pété un câble, j'ai commencé à acheter tous ses livres et à tous les lire. Dont Misery en premier, que je voulais absolument découvrir. Puis après, j'ai découvert Christine par la suite, car c'est le nom de ma mère et je voulais un peu l'embêter. Ensuite, à l'inconnu du Nord Express, donc on est sur un classique. Patricia Smith, je sais pas s'il a été fait par Hitchcock aussi celui-ci. Si, je pense qu'il a été fait par lui. Mais je l'ai pas vu. Si on veut résumer très simplement le livre, on va avoir des personnages qui vont se rencontrer dans un train, qui ont tous les deux une envie dissimulée de tuer quelqu'un, qui vont décider d'un commun accord d'échanger leur meurtre pour ne pas être suspectés par la suite, puisque ils habitent pas dans le même état, ils n'ont aucun lien avec les victimes. Et donc en fait ça va être ça, la base même du roman, ce qui est très intéressant. En fait dans le duo qui est dans le train, donc qui vont se rencontrer, il y en a un des deux, il y a un truc qui va pas. Genre vraiment pour moi c'est un psychopathe. Parce que déjà c'est lui qui va vraiment proposer à l'autre personne de tuer. Parce qu'en fait lui il veut se débarrasser de son père et il le déteste et comme il est riche, enfin bref ça peut l'arranger quoi. Et en fait il en parle comme si c'était, je sais pas, aller acheter du pain quoi. Genre il en parle avec une désinvolture, une absence d'empathie. En lui disant bah, moi j'ai envie de tuer mon père, je suis sûre que tu as envie de tuer quelqu'un d'autre, dis-moi qui t'a envie de tuer, j'en suis sûre, on peut faire un échange. C'est lui qui incite l'autre à trouver une victime et l'autre personne en fait ce qui la dérange c'est son ex-femme, bref. Je trouve que Patricia Smith crée très très bien ses personnages. Je crois que c'est une des autrices qui m'a le plus subjuguée dans la construction de ses personnages. Je trouve qu'ils sont très très bien construits. On comprend en fait, on comprend que ça aurait pu être une personne qui existe, qu'elle a connue tellement la personne est très bien construite. Et donc c'est un livre que je vous conseille, c'est très bien écrit. Sur quoi ? Sur un psychopathe très connu, Norman Bates dans Psychose. Bon, je triche un peu, c'est sa mère qui est une psychopathe, hein, bien sûr, parce qu'il se prend pour sa mère et tue des jeunes filles en pensant être elle. Et après, il oublie ce qu'il a fait. Donc en fait, c'est plutôt la mère qu'il est censé être quand il tue des gens. Norman Bates a été inspiré par un vrai criminel qui s'appelle Ed Gein, je sais pas comment ça se dit, bref. Dans tous les cas, que ce soit Norman Bates ou Ed Gein, ils vont finir en hôpital psychiatrique. Donc c'était la sentence du procès dans les deux cas, voilà. Sachant que c'est un des premiers films que j'ai essayé d'imiter quand j'étais jeune avec mes frères et sœurs. Anecdote assez marrante, le sang dans le film de Psychose de Hitchcock, c'est du chocolat en fait, du chocolat en poudre mélangé avec de l'eau. Et comme c'est en noir et blanc, bah, ça passait cool. Voilà, donc je préfère le mettre dans une catégorie où on va dire que c'est quelqu'un qui a un trouble mental, qui n'a pas de regrets quand il tue. C'est pas vraiment le psychopathe par excellence, mais j'ai envie de le mettre dans cette catégorie-là. C'était vraiment un très bon classique, une très bonne lecture. Franchement, à lire et à regarder bien sûr. Je n'ai pas envie d'en dire trop sur ce livre car ça serait vous spoiler, mais si vous avez déjà vu le film Gone Girl, foncez parce que le livre est encore mieux. Le livre est 100 fois mieux même, alors que j'adore ce film. Dans ce livre, je suspecte fortement un cas de psychopathie. On est sur un thriller psychologique qui tourne autour du couple, un couple dysfonctionnel avec plusieurs points de vue. J'ai pas trop envie d'en dire trop. Le spoil peut tellement partir très vite. Je peux juste vous dire que vous ne serez pas déçus si vous aimez ce genre de personnage très malsain, très calculateur, manipulateur. Tout est parfait dans ce livre, c'est génial, je vous le conseille fortement. Dans les livres de JP de l'année, je soupçonne certains personnages d'être des psychopathes. J'ai lu La fille d'avant et j'ai lu aussi La femme parfaite. Bon là je trouve que ça ressort un peu plus dans celui-ci. On est sur un architecte complètement psycho-rigide, maniaque, maniaque du contrôle, manque d'émotion assez évident, qui expérimente sur les autres sa maison. En fait, il utilise sa maison comme un moyen de contrôle en fait. Sa maison est une œuvre d'art, mais en même temps, c'est un moyen de contrôle sur les femmes qui vont y habiter. Une fille est morte dans des conditions étranges dans cette maison. Une nouvelle femme va y habiter. Le récit va alterner entre la fille d'avant et cette nouvelle femme qui y habite. Forcément, les deux ont été très charmés par l'architecte. C'est ça aussi qui m'a fait penser un peu à ce côté psychopathe. C'est quelqu'un de très charmant.
maniaque du contrôle et qui serait possiblement suspect d'un meurtre dans sa maison bizarre. Ce qui est bien, c'est que ce qui est original, et je trouve que c'est assez fascinant, c'est une maison minimaliste. Une maison qui s'adapte à vos besoins, que si elle sent que vous avez froid, elle va donc se réchauffer. Vous portez un bracelet qui est connecté à la maison, tout est connecté, enfin, c'est assez incroyable, mais évidemment si elle est connectée, la personne qui contrôle le tout, c'est l'architecte. Donc voilà, moi j'avais des soupçons, des petits soupçons de psychopathie, parce qu'il y a quand même quelques critères qui correspondent à ce que j'avais dit au début. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison en fait, et qui est vraiment derrière tout ça. Donc c'est assez cool comme livre. Voilà, j'ai préféré les mettre dans cette partie-là pour pas m'engager trop sur le côté psychopathe, parce que je ne sais pas réellement, je soupçonne quelques petites influences de psychopathie dans ces personnages-là. J'ai oublié un titre dans ma liste, Le Parfum de Patrick Süskind avec Jean-Baptiste Grenouille, qui pour le coup correspond à pas mal de critères de la psychopathie quand même, il faut se le dire. Bon, on se retrouve dans un autre contexte qui est la chambre qui est en construction. Voilà, enfin c'est un peu moche pour l'instant, ça va être les classiques derrière. En rangeant, j'ai pensé à Jean-Baptiste Grenouille avec Le Parfum. Jean-Baptiste Grenouille a certaines caractéristiques qui pourraient se rapprocher d'un psychopathe, dans le sens où il est complètement dénué d'émotions. Il a une obsession en tête, ce sont les odeurs. Il fera tout pour accéder à l'odeur qui l'obsède, quitte à tuer des gens sans aucun scrupule. C'est quand même Le Parfum ou l'histoire d'un meurtrier. Enfin, c'est quand même le sous-titre du livre, clairement en fait. La couleur est annoncée dès le titre du livre. Ensuite, il faut savoir que Jean-Baptiste Grenouille est né sans odeur, ce qui fait qu'il a développé, de par le rejet, j'imagine, de ses compères, des contemporains, et en fait il est complètement antisocial en fait, le Jean-Baptiste Grenouille. Il ne communique pas avec les gens, il est juste obsédé, comme je vous disais tout à l'heure, par les odeurs. Les gens ne sont qu'un vecteur vers ce qui l'obsède le plus, et à faire une obsession sur les personnes rousses et pâles de peau, et récupérer le maximum de poils pour pouvoir en extraire les odeurs. Je trouve que c'est assez incroyable au travers de mots de pouvoir transmettre les odeurs, les 1001 odeurs que va nous présenter le personnage en fait durant sa découverte du monde. Évidemment, il est né dans un Paris qui pue, et ça lui a sûrement dû le stimuler. Enfin, les premières pages, en tout cas, il est né dans la saleté, dans la crasse, dans la pire odeur du monde, c'est-à-dire dans une poissonnerie à Paris. Bref, dans un Paris qui n'était pas encore organisé au niveau des égouts. Donc, ce mythe s'est créé autour de ça, et je trouve ça assez incroyable. C'est assez inédit comme lecture, hein, pour le coup. Il y a une série qui est sortie sur Netflix, ce fut un temps. Une courte série, je crois, en 6 ou 8 épisodes, qui reprenait un petit peu le concept du parfum. C'était une série absolument géniale. En gros, vous avez un groupe d'amis qui a vraiment passé toute son enfance ensemble jusqu'à l'âge adulte. On va les retrouver dans la série. Ils avaient une passion commune pour le livre Le Parfum. Sauf qu'une fois adulte, l'une des personnes dans le groupe d'amis qui était rousse s'est retrouvée assassinée dans des circonstances qui sont très similaires à ce qu'a pu faire Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum. C'est-à-dire qu'elle avait les aisselles coupées, les cheveux rasés. En fait, vraiment, c'était pas juste rasé, en fait, c'était vraiment le scalp, quoi. Et vraiment, la personne a retiré un morceau de peau avec le poil, absolument immonde, bien sûr. Et en fait, ils vont soupçonner une personne du groupe d'amis, puisque la personne rousse, je sais plus son nom, était vraiment fort appréciée par le groupe. Il y avait plusieurs garçons dans le groupe qui étaient amoureux d'elle. Et le suspect se trouve dans les amis, et on va essayer de découvrir qui c'est. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme genre de série. J'avais jamais vu un truc comme ça, où l'œuvre était présentée, l'inspiration était présentée dans la... En même temps, c'est une histoire qui ressemble, et en même temps, il présente l'œuvre. Enfin, il la dissimule pas, elle existe dans le truc. Enfin, je sais pas, je trouvais ça hyper cool, donc je vous la conseille fortement. Je crois qu'elle s'appelle juste Le Parfum. Un truc comme ça, mais je pense qu'elle est plus présente sur Netflix. Enfin, ça m'étonnerait quand même, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je suis tombée dessus. Bon, on se retrouve dans un autre lieu, encore une fois, parce que on est en train de déménager, des trucs, et donc bref, devant moi, c'est juste un bordel pas possible, donc je ne peux pas continuer à tourner dans ces conditions. On se retrouve dans cette partie pour vous parler de peu de livres que j'ai à lire dans ma pile à lire concernant les psychopathes.
En faisant mes petites recherches, je me suis un petit peu spoilée parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder Dexter. Mais j'ai ce livre-là qui m'attend, ce sur Dexter. Donc, de ce que j'ai pu voir, il y a une hésitation entre le fait qu'il soit sociopathe ou psychopathe parce que la nuance est que apparemment ce personnage ressentirait de l'empathie. Mais en tout cas, dans ce que j'ai lu, en tout cas sur Wikipédia, il est indiqué qu'il est un psychopathe choisissant de canaliser ses pulsions meurtrières en tuant des personnes criminelles et non des innocents. Donc on va dire que c'est un peu la même problématique que dans Death Note, à savoir si c'est vraiment un psychopathe ou pas. Mais en tout cas, il est catégorisé majoritairement comme psychopathe. Je sais que c'est en plusieurs tomes. Et je n'ai pas vu la série, je le répète, évitez de me spoiler, merci. On va avoir un employé modèle de Paul Cleave. L'intrigue se passe en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Nous avons un employé qui est célibataire, aux petits soins de sa mère, qui travaille comme homme de ménage dans un commissariat. Et il entend bien sûr toutes les histoires sordides, il est aux premières loges. Il entend qu'il y a un boucher, le boucher de Christchurch, je vais y arriver, qui a tué cette femme dans des conditions atroces. Et en fait, il se rend compte rapidement que cette personne n'est pas le boucher, puisque le boucher, en fait, c'est lui. Et qu'il n'a pas tué ces femmes et que quelqu'un essaie de le plagier. Donc, on va avoir d'un côté cet homme-là qui va essayer de trouver qui est le plagiaire. Et aussi, il se dit que dans ces conditions, s'il peut le faire accuser, d'un autre côté, s'il peut faire accuser le gars de ses propres crimes, c'est encore mieux. Je crois que c'est écrit à la première personne, donc c'est très intéressant. J'aime bien les récits comme ça qui sont écrits à la première personne. On rentre assez facilement dans le récit et je crois qu'il y a des suites et tout. Enfin, moi j'ai hâte de lire ce livre, franchement, il a l'air hyper sympa. Pour cette partie-là, je vais vous présenter 2 petits livres documentaires très rapidement. Les enfants assassins de 5 à 15 ans de Martin Monestier et Femmes serial killer. Pourquoi les femmes tuent? Dans ce livre-là, on va avoir affaire à plusieurs descriptions, analyses sur des enfants qui ont tué, alors de façon volontaire ou non, qui sont allés trop loin dans leurs gestes, qui ont voulu juste tester à faire du mal et finalement ça allait un petit peu trop loin, ou sinon juste l'envie de mettre fin à une vie tout court. Il y a plusieurs cas différents, il va parler de tous ces cas-là. Et pour le coup, dans certains cas, ce sont des psychopathes, tout simplement, qui ont quelque chose en moins qui fait qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout des choses sans aucune émotion ou sans aucun regret, en tout cas sur le coup. C'est un livre assez intéressant qui nous permet de prendre du recul sur la nature humaine, parce que c'est très perturbant de se dire que des enfants qui ont moins de 5 ans ont pu commettre des crimes sur d'autres. Même 5 ans tout court. Et on l'a présenté plus en détail, si vous le souhaitez, dans la vidéo sur Martin Monestier. On a fait 2 vidéos sur Martin Monestier, donc ça c'est dans la partie 1, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Alors vous avez celui-ci, alors c'est un des seuls livres qui a survécu au ménage que j'ai fait dans ma bibliothèque concernant le true crime. C'est un truc, alors je sais pas comment ça se dit en français, mais bon, l'intérêt qu'on peut avoir sur les faits divers ou bien ou sur les tueurs en série, chose qui a été mon cas fut un temps, ça m'est complètement passé, et je n'ai pas terminé ce titre. Quand je l'aurai terminé, il est fort possible que je le vende, mais ça ne m'intéresse plus du tout de creuser dans ce côté-ci. Je préfère rester dans la fiction. Pour des raisons qui me sont personnelles, c'est très simple, ça ne m'intéresse plus du tout, je trouve ça... Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que j'ai vu tellement de choses, tellement de documentaires et tellement de livres que je suis, on va dire, rassasiée pour des années, je vous le dis. Et donc là, on va avoir plusieurs cas de femmes qui ont tué, alors... un peu comme dans Martin Monestier, certaines sont étiquetées comme psychopathes, d'autres non. On va aussi nous parler de la façon dont elles tuent. Ça, c'est super intéressant de voir quels sont les modes opératoires des femmes qui sont complètement différents des hommes. Pareil par rapport aux mobiles. Souvent, les femmes, c'est des vengeances. Elles tuent avec le poison. Ils font des sortes de comparaisons avec les hommes. Le chapitre 1, c'est directement la psychopathologie des femmes monstres. Donc le terme est là. Il va y avoir aussi un chapitre dédié à Hélène Wuornos, qui est un cas assez particulier,
qui a quand même marqué quand même l'histoire des femmes tueuses. Et je crois que j'avais vu une théorie comme quoi, en fait, comme elle avait un peu plus de testostérone qu'une femme classique, ça expliquerait un petit peu son penchant pour le crime de sang-froid, on va dire. Alors je sais pas exactement, enfin ça c'est vraiment quelque chose que je sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu dans ce livre. Donc c'était une prostituée qui tuait ses clients en partie. Je suis restée, je fais toujours une fixette sur les sectes, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours dans les faits divers. Et en ce moment, je m'intéresse un petit peu aux sociétés secrètes. Je commence tout doucement à m'intéresser à cela. Je cherche des livres documentaires dessus. En fait, c'est depuis que j'ai la nouvelle maison que je me dis, tiens, ça m'intrigue trop, en fait. Il y a des choses qui m'intriguent trop, j'ai trop envie de savoir. Je tombe aussi sur des choses qui m'intéressent concernant les sociétés secrètes, même les théories du complot, tout ça. Enfin, ça m'intéresse un peu plus en ce moment. Donc voilà, j'ai des phases comme ça. Les faits divers concernant le true crime m'ont passé, mais les sectes m'intéressent toujours. Et aussi, le monde carcéral m'intéresse toujours aussi. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres romans avec des psychopathes endurcis. En tout cas, moi, je continue mes lectures sans forcément me focus sur les psychopathes. Je ne choisis pas mes lectures en fonction de ce thème-là, mais en tout cas, j'ai remarqué que je commençais à avoir des choses qui commençaient à s'accumuler et dont je pouvais vous parler. Mais écoutez, je vous dis à bientôt.